je crois que je vais enchaîner directement avec, en vous emmenant en Ile-de-France et dans le Val d'Oise pour vous présenter le retour d'expérience sur nos zones humides que nous avons créées, qui a été fini de réaliser en 2019. Normalement, à droite. Oui, ça marche. Voilà. Voilà, donc en deux mots. Donc, nous sommes un syndicat d'EIA et d'assainissement. Ce n'est pas neutre le volet assainissement, parce que nous sommes en réseau séparatif avec toute la problématique d'inversion du manchon. C'est un vrai choix stratégique de aussi prendre la compétence assainissement avec la rivière. J'ai dit des rivières, je ne sais plus les rivières, contrairement aux apparences, mais qui, dans le meilleur des cas, on est sur l'expression d'épuration, à la confluence, là aussi, nous avons le Croûte qui arrive dans une rivière de Seine-Saint-Denis. Donc, dans le meilleur des cas, bétonné, et puis dans le pire des cas, bien souvent, comme dans beaucoup de territoires des pays de France, qui ont été complètement enterrés. Alors, le projet du Vinois, à la base, comme beaucoup de projets, évidemment, il y a une quinzaine d'années sur un territoire, a été initié sous l'angle de protection des inondations. Donc, très régulièrement, vous avez un lotissement qui a été construit dans les années 80, en zone inondable, en bordure de rivière, il est bétonné, une petite restriction de section qui va bien. Ce qui fait que le lotissement était à la fois inondé directement par le niveau d'eau dans la rivière et puis par un problème de refoulement des eaux pluviales de ruissellement qui avaient peu assez couru correctement. Donc, tout l'enjeu sur la langue hydraulique, ça a été vraiment de travailler, de maîtriser la ligne d'eau dans la rivière pour pouvoir permettre ces écoulements latéraux en recréant donc un lit ex-nihilo et une zone humide sur 12 hectares avec un volume de rétention de 55 000 m3. Donc ça c'est sur le volet, je passe rapidement sur le volet budgétaire, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est, on est sur la ligne d'eau, là on est sur la section amont, la petite restriction de section dont je parlais, et après, voilà, tout un système de déversoirs latéraux le plus naturel possible, le plus soft possible, de manière à ce que la rivière puisse garder un écoulement par temps sec jusqu'à un certain niveau de pluie et déverser vers les zones humides. Alors, ces zones humides, trois grands principes d'aménagement en matière d'écologie. Ça a été, bien évidemment, de restaurer un milieu naturel. Ça, jusque-là, ça va de soi. Et de faire un gros travail sur la création d'habitats. Parce que l'idée, c'est vraiment de recréer des potentialités pour différentes espèces, de revenir non seulement être présente, mais de pouvoir s'implanter sur site. Aujourd'hui, on a quasiment 80 espèces d'oiseaux qui ont été recensées dans une grosse quarantaine qui sont implantées. Donc, ça fonctionne, mais ça veut dire aussi que, en termes de création, en termes de maîtrise d'œuvre, je n'aurai pas le temps d'en parler beaucoup, mais c'est un travail particulier. Et vous voyez, on n'est pas sur des cubes, sur des 55 000 m3, ce ne sont pas des cubes, de simples cubes, ce sont vraiment des terrassements qui ont été faits de manière à créer des zones à inondabilité différentes, avec des promontoires, de manière à pouvoir là aussi permettre à nos différentes espèces de pouvoir trouver de quoi se nourrir, nicher et se reproduire. Et puis, on parle de petite histoire, parce que c'est quand même pas neutre, la question de l'éclairage. La question de l'éclairage, elle n'est pas complètement déconnectée de la question des usages dont on va parler, puisqu'il y a aussi il y a pas de problématique au niveau des chauves-souris, des moustiques, tout le lien entre cet écosystème-là nocturne
qui est extrêmement important lorsqu'on va au-devant notamment, alors là, pour le coup, plus que l'usager du riverain, qui lui va avoir arrivé une zone humide. Une zone humide, voilà, pour la partie, pour la deuxième partie, la partie aval. Donc là, on est sur la résurgence de nappes avec des petits îlots qui permettent d'avoir des espaces privilégiés. Et donc, au-delà de ce volet paysager, bien entendu, on est allé encore plus loin en abordant le volet des circulations douces. Alors, le volet des circulations douces, on parlait de protection des milieux, des usages. Et là, c'est un vrai sujet. Comment on fait des circulations douces qui soient respectueuses du volet écologique. C'est-à-dire, on n'a pas l'ambition d'attirer des centaines d'usagers, de touristes sur ce site-là, mais pour autant, c'est un site qui a bien pris, qui est très utilisé pour la course, pour les engins. Donc, et le fonctionnement des circulations douces qui sont essentiellement périphériques, de manière à pouvoir laisser des espaces un petit peu plus tranquilles pour les différentes espèces. C'est un volet qui fait partie du film naturalisme, je parle dans un moment, pour voir justement comment l'impact de l'homme peut influer dans un sens ou dans l'autre sur l'importation des espèces. Alors, qui dit circulation douce, accès au site, eh bien là on commence à rentrer dans le dur. Hein. Des sujets je crois qu'on partage, tous les gestionnaires partagent, c'est les dépôts sauvages, les occupations illégales, et puis tout ce qui est motocross. Et là, le motocross, on va revenir sur le volet qui va tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a aussi une implication de la population qui passe sur un territoire et des usagers. Une fois que la collectivité a remis le site, si je peux m'exprimer ainsi, dans les mains de l'usager, il y a une responsabilité de chacun pour faire vivre ce site. Donc, le règlement qui a été mis en place avec la ville, il a le mérite d'exister, mais il est efficace que si derrière, les personnes qui sont les usagers sollicitent la police municipale, par exemple, pour pouvoir intervenir lorsque on a des pratiques de ce style, sur les occupations illégales. Attention également, et c'est là que je disais tout à l'heure je parlais tout à l'heure des limites des politiques de la ville. On n'a pas trop le problème sur ce site-là, mais sur un site de réouverture à Sarcelles, à quelques kilomètres d'ici, on a des attroupements de personnes qui se sont déplacées suite consécutivement à la réouverture de la rivière, et avec du petit trafic, d'alcool, des chiens dangereux, j'en passe des meilleurs, pas forcément d'ailleurs l'agressivité en tant que telle, on est plus sur du ressenti, cette notion de ressenti qui est extrêmement prégnante, et ça a complètement renversé l'image du projet dans une certaine frange de la population et des usagers. Ce qui au départ était considéré comme un super projet, beau, qualitatif, etc., il devient un problème de sécurité publique. Donc là, on n'est plus sur la question des compétences d'un syndicat de rivière, mais on rentre sur les synergies nécessaires avec les politiques municipales, la sécurité publique, les politiques sociales également, parce qu'on est un petit peu à la frontière de ces politiques-là. Alors les usages aussi, je la fais courte, mais d'un point de vue écologique, on parlait hier dans un autre atelier des questions de formation, de sensibilisation
autour de l'eau. Là, en matière de gestion de rivière, en particulier, lorsqu'on réouvre une rivière, qu'on restaure une rivière en centre urbain, alors là, on entend il y a un vrai travail de fond à faire parce que, là encore, il y a une perception de l'eau qui n'est pas nécessairement positive également. C'est pas beau, la rivière, ça attire les bêtes, on entend une ribambelle d'histoires qui parfois d'ailleurs ont un fondement. Je pense notamment à l'impact des berges végétalisées sur les écoulements hydrauliques. Là, il y a un fondement technique qui nous revient d'expliquer, bien entendu, mais souvent on est là encore sur du ressenti. Sur du ressenti, le ségulement, etc. Donc ça oblige la collectivité à se renouveler parce que il y a quelques années, force est constater qu'on était sur des outils assez classiques de communication, on était sur la communication plus récente, et puis on s'est rendu compte, et en particulier au travers de ce projet et d'un sondage qu'on a fait avec une étudiante en sciences humaines et sociales, que on n'avait pas forcément les bons outils pour attaquer ces problèmes-là, et ça nécessitait de se réinventer un petit peu. Donc, c'est volontairement pas visible parce que c'est pas le sujet, c'est disponible pour ceux qui le souhaitent, mais tout ça pour dire que c'est important d'être à l'écoute des attentes. Alors, ça ne veut pas dire que la collectivité a vocation à répondre à toutes les attentes, mais encore faut-il en être conscient et être attentif à ces attentes-là. Et donc, ça nous a conduit à mettre en place, par exemple, une page Facebook dédiée à ce site, à destination des témoins, des usagers. Une page Facebook d'ailleurs qui va simplement dans le sens du haut vers le bas, ça va la collectivité vers le public, mais qui a une vocation aussi à permettre d'avoir des remontées de terrain justement pour en faciliter l'exploitation. Bien entendu, un travail qui s'accompagne d'ailleurs sur Facebook, qui s'accompagne d'une lettre qu'on fait, d'une newsletter qu'on fait à destination des riverains. Et je parle tout à l'heure du suivi naturaliste. Le suivi naturaliste qu'on a engagé avec l'Agence régionale de biodiversité en particulier, qui est vraiment un suivi annuel et sur du long terme, a vraiment aussi pour vocation d'expliquer, de donner à voir, de donner à comprendre aux usagers, aux riverains, ce qu'est la gestion d'un site de ce type-là. Parce que ça va pas forcément de soi. Il y a des craintes, il y a des ressentis. Pour l'anecdote, une des premières craintes qu'on a eues, c'était pas les moustiques, c'était le fait il y a des gens qui avaient la rivière en fond de parcelle. Lorsqu'on leur a dit qu'on allait déplacer la rivière 20 mètres ou 30 mètres latéralement, alors là, il y a eu une levée de bouclier sur la peur d'être envahi par des hordes de cambrioleurs. La rivière n'avait jamais empêché les cambriolages dans ce lotissement, mais c'était vécu un petit peu comme une double. Il manquait plus que les alligators, et ça faisait château fort. Mais mine de rien, alors là, on était passé complètement à côté de ce sujet-là, mais mine de rien, derrière, ça nous a conduit à mettre en place, un peu au pied levé, des barrières végétales consistantes en fond de parcelle, qu'on a pris en charge avec la mairie, avec des coûts afférents, parce qu'on est quand même sur 800 mètres de rivière, donc vous imaginez les coûts que ça représente supplémentaires. Donc, ces sujets qui arrivent et qui n'ont pas forcément, s'ils n'ont pas été anticipés, c'est des coûts qui arrivent en cours de travaux et qui sont compliqués à gérer et qui ne vont pas dans le sens de la bonne relation avec le riverain, évidemment. Donc, on est allé plus loin et ce que je disais hier également dans une session, c'est que au-delà même de ces supports de communication,
qu'on a fait évoluer, aujourd'hui, on en est à faire de la formation. Parce que la communication, aussi ciblée soit-elle, ça ne suffit pas. On fait de la communication aussi, on a monté un programme pédagogique à la destination des cycles CM1, CM2, 6e, et en particulier à destination des écoles, des communes riveraines, pour vraiment essayer de toucher les usagers au travers des enfants. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment que l'on se donne la possibilité, les moyens d'avoir des vrais relais sur le terrain et des relais, que ce soit les services espaces verts des communes, donc cette formation-là, qui est une expérimentation depuis 2020, elle touche les services espaces verts des communes, Sarcelles et Gonesse, les élus référents en matière d'environnement et de cadre de vie, les associations, en faisant le pari qu'en formant ces acteurs-là, on en fera des relais pertinents au quotidien pour faire mieux accepter certains partis pris. Je parle de la gestion écologique des rivières. Et ça, c'est vraiment un pari que l'on fait, mais on y croit beaucoup parce que, encore une fois, le constat, c'est que la communication, elle ne suffit pas. Et quand je disais tout à l'heure dans mon introduction que ça nous obligeait aussi à anticiper, c'est qu'aujourd'hui, et c'est le sens du partenariat qu'on a avec l'Université Paris-Nanterre, c'est qu'on va au-devant des usagers pour recueillir leurs attentes. Aujourd'hui, dans le cahier des charges, quand on externalise la maîtrise d'œuvre sur ces projets-là, on inclut un volet de concertation pour construction. La frontière peut être variable, mais on essaye d'intégrer la population, d'amener cette population-là d'ailleurs sur d'autres sites, de mener voir un projet de réouverture qui va partir en travaux en fin d'année. Suite à l'enquête publique qu'on a fait, on a emmené en plus une trentaine d'habitants de riverains sur nos sites, sur nos autres sites, pour donner à voir. Il faut donner à voir, parce que quand on va en montrant des plans, même en montrant des belles images, ce n'est pas suffisant. Il en faut, mais ce n'est pas suffisant. En tout cas, c'est notre retour d'expérience. Et donc, je terminerai juste sur la question de la valorisation du projet, qui n'est pas qu'une valorisation, j'allais pas se dire commerciale, qui est vraiment en lien avec cette notion de concertation au fil du temps et dans le temps avec les usagers, pour que la gestion soit une gestion pérenne, et puis on a aussi une optimisation de coût, parce que Monsieur le Président, on sait tous que les opérations d'enlèvement des déchets sauvages, ça pèse rapidement sur les budgets, et tout ce qui peut être fait en amont pour éviter les accès à ces pratiques, c'est autant d'argent gagné sur le futur. Voilà, les quelques mots avec ce retour d'expérience-là, et puis je vous ai mis quelques liens avec des vidéos que l'on fait sur justement l'explication pédagogique de ce site et de la vie du site de manière générale.